Alors, je vais changer de casquette, si je puis dire. Je vous demande donc toute votre indulgence, mais Catherine m'a demandé de porter sa parole. Donc, quelles lésions en radiologie dans le syndrome du bébé secoué? Eh bien, le but, c'est... Vous savez que les radiologues font souvent, en fait, le diagnostic. Nous, on suspecte le diagnostic et on envoie l'enfant à la radio et c'est le radiologue qui va poser le diagnostic le plus souvent. Donc, des lésions directes, qui sont les lésions intracrâniennes, effectivement, sous-durales, les lésions du parenchyme cérébral lui-même, des lésions aussi spinales, de la moelle épinière et du fourreau épidural, les parties molles de la nuque, dont vous parlera également Caroline Rambaud tout à l'heure. Et puis des lésions indirectes, qui sont les fractures, côte, crâne et membres. Les hématomes sous-duraux, dans le cadre du syndrome du bébé secoué, sont particuliers parce qu'ils sont plurifocaux, ils sont diffus, unis ou bilatéraux, dans la faute du cerveau et la tente du cervelet. Et il y a une prédominance de caillots au sommet du crâne, au vertex, qui indique la rupture de veine pont. Et ça, c'est un élément essentiel, puisque la rupture de veine pont, maintenant, figure dans les nouvelles recommandations HAS. Mais ces signes, que ce soit les hématomes sous-duraux, la rupture thrombose des veines pont, peuvent être masqués initialement par l'œdème cérébral qui peut être majeur. Il peut y avoir effectivement aussi des lésions du tissu cérébral lui-même et qui font toute la gravité du syndrome du bébé secoué, avec des contusions, des lacérations cérébrales et aussi des lésions tardives qu'on voit à un stade de séquelles, dont l'atrophie cérébrale. Alors donc, cet hématome sous-dural, il est multifocal et il est dans des localisations particulières. Tente du cervelet, zone interhémisphérique et sommet du crâne. Alors voilà, là vous avez les coupes d'un scanner sur un enfant. Ça. Je ne sais pas comment ça marche. C'est pas grave. Donc vous avez trois coupes de scanner là et vous voyez que plus on va vers le sommet du crâne, c'est-à-dire la dernière diapo sur la dernière image sur la droite, vous voyez qu'il y a de plus en plus de blanc, qui est l'hématome sous-dural récent en fait, et que donc ces coupes du sommet du crâne du vertex sont particulièrement importantes pour faire le diagnostic. Oula, c'est dangereux cette affaire-là. C'est assez dangereux, je crois que je vais m'en passer. Bon. Donc la rupture des veines pont, il y a une petite flèche à droite pour vous montrer cette image qu'on dit souvent image en tétard. Donc vous voyez, là aussi, il faut regarder bien à faire des coupes assez hautes pour pouvoir les identifier. Alors un élément très important du diagnostic aussi en radiologie, c'est que l'histoire est absente, discordante, incohérente, et ça c'est un élément extrêmement fort du diagnostic. Il y a également des lésions médulaires ou intrarachidiennes qui peuvent être observées, et souvent sans fracture vertébrale associée, parce que les vertèbres sont assez élastiques, les ligaments sont assez élastiques, et on peut avoir des lésions intra-rachidiennes sans fracture vertébrale. Mais ces lésions sont fortement corrélées au traumatisme crânien non accidentel, et quand on les trouve, c'est un argument diagnostique supplémentaire. Alors évidemment, les signes indirects dont je vous parlais tout à l'heure, c'est toutes les fractures associées. Et tous les os peuvent être atteints avec des lésions des côtes lorsque l'enfant est empaumé sous les aisselles par le thorax et violemment secoué d'avant en arrière. Et donc, il est nécessaire d'avoir des clichés selon les recommandations qui sont faites par la Société française d'imagerie pédiatrique, c'est-à-dire des clichés séparés, des clichés segmentaires. Et ces clichés ne sont pas forcément urgents au jour où l'enfant arrive à l'hôpital. Il vaut mieux les différer au lendemain pour avoir des clichés d'excellente qualité plutôt que ce soit trop rapidement fait le soir même.
Alors, il y a des fractures typiques de mauvais traitement qui peuvent être associées au syndrome du bébé secoué. Ce sont les fractures arrachement métaphysaire qui peuvent être complètement asymptomatiques. C'est pour ça que ces clichés sont systématiquement recommandés chez l'enfant de moins de 2 ans dès qu'on a une suspicion de mauvais traitement, et qui nécessitent des clichés bien centrés pour ne pas passer à côté des lésions qui sont présentes. Donc voilà, ça je vous l'ai dit sur donc l'interprétation. Non seulement les clichés doivent être séparés, mais l'interprétation doit être faite par un radiopédiatre qui seul peut connaître ces lésions, puisque le syndrome du bébé secoué n'existe pas chez l'adulte. Les fractures arrachement métaphysaire ne sont pas retrouvées non plus chez l'adulte. Donc il faut une parfaite connaissance de la typologie des fractures chez un enfant pour pouvoir les interpréter. L'échographie abdominale, elle est conseillée largement en France en fonction de l'examen clinique parce qu'on peut avoir des lésions viscérales intra-abdominales associées au syndrome du bébé secoué. Donc l'imagerie à faire, c'est le scanner. Catherine, quand nous avons parlé de son topo, m'a demandé d'insister particulièrement sur le fait que ce n'est pas l'IRM qui doit être fait en première intention, mais c'est bien le scanner cérébral. Et l'IRM est en complément, et l'IRM a surtout, bon, elle va confirmer bien sûr le diagnostic, mais elle a surtout une visée pronostique. Voilà. Et en cas de doute diagnostique, on peut faire évidemment une IRM cérébrale et médulaire associée, mais elle n'est pas systématiquement recommandée. Voilà, parce que les limites de l'IRM, ça nécessite quand même une immobilité totale de l'enfant avec une sédation, alors que le scanner ne contraint pas à ces limitations-là. Voilà, donc la rupture des veines ponts, les images dites en tétard ou en sucette, qui sont aujourd'hui dans les nouvelles recommandations de la HAS, et bien sûr dérouler tous les diagnostics différentiels pour éliminer une autre cause. Je vous remercie.